Dans l'actualité de ce mercredi 29 mai, 24 heures avant la cérémonie officielle d'ouverture, le chef du gouvernement ivoirien a rencontré ce mercredi le président de la Banque africaine de développement. Au menu de leur discussion, le retour progressif de la BAD à Abidjan. La Côte d'Ivoire, modèle de sécurité pour certains pays de la sous-région, le CCDO d'Abidjan, avec son système de caméras surveillance, intéresse des ministres venus prendre part au premier salon international de la défense et de la sécurité intérieure. Et puis à l'étranger, le chef de la diplomatie française souhaite que le Mali vote en juillet prochain. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, se veut optimiste, malgré quelques incertitudes concernant le nord-est du pays, plus précisément la région de Kidal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. Tout d'abord, la BAD. Nous sommes aujourd'hui à la veille de l'ouverture officielle des assises de la BAD. Le chef du gouvernement ivoirien a rencontré dans la journée le président de la Banque africaine de développement, Daniel Kablan-Duncan et Donald Kaberuka ont évoqué le développement des infrastructures en Côte d'Ivoire avec le financement en partie de la BAD, mais aussi le retour de l'institution financière à Abidjan. Envoyé spécial à Marrakech, Alvorassa. La coopération entre la Banque africaine de développement et la Côte d'Ivoire dans le domaine des infrastructures était le premier point de cette séance de travail entre le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et sa délégation et le président de la Banque africaine de développement Donald Kaberuka. Vous pouvez l'imaginer, nous parlons de la coopération avec la Côte d'Ivoire et coopération surtout dans le domaine des infrastructures où nous souhaitons travailler plus d'une façon innovante avec l'État ivoirien pour mettre en place des projets structurants. Outre le développement des infrastructures, la feuille de route du processus du retour de la Banque africaine de développement a été abordée. Une feuille de route qu'apprécie le président de cette institution, Donald Kaberuka. Au niveau de mise en œuvre du feuille de route et au niveau de la Côte d'Ivoire et de la BAD, on avance. De temps en temps, il y a quelques éléments de délai. Dans tout projet de cette nature, il y a toujours quelques éléments de délai, mais nous faisons tout pour les rattraper afin de veiller au respect intégral. Je dis bien respect intégral de feuille de route qui a été indiqué à Tokyo. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Sinon, on travaille la main dans la main avec l'État ivoirien et l'État tunisien pour veiller à ce que donc, le départ de la banque se fait dans les bonnes conditions. La franche collaboration entre les deux parties, la Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement, qui a enregistré des avancées notables dans le processus du retour de cette institution financière à son siège à Abidjan, permet à Donald Kaberuka de préciser la période de ce retour qu'il veut effectif. La feuille de route commence bel et bien avant la fin de cette année, avec les équipes d'avance qui vont aller sur l'Abidjan. Déjà, le département chargé des opérations en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, vont aller d'ici, je pense, juillet. Maintenant, nous avons dans le feuille de route donc, les installations assez importantes. Les gens donc partent là au fur et à mesure que ces infrastructures sont en place. Mais nous avons bel et bien l'intention, je le dis ici formellement, que moi-même et le conseil d'administration, suivant la feuille de route, nous devrions être à Abidjan au premier trimestre de l'année prochaine. Maintenant, s'il y a 30 jours de retard, je ne sais pas, 40 jours ou des jours d'avance, ça ce n'est que normal. Et comme j'ai dit au président Ouattara, donc la célébration de la cinquantaine de la banque, nous souhaitons que ça fait à Abidjan, à son siège. 2014 marquera donc la fin du processus du retour de la Banque africaine de développement à Abidjan. Sur place à Marrakech, le Premier ministre ivoirien enchaîne les rencontres. Daniel Kablan-Duncan a aussi échangé avec des personnalités du monde de la finance, entre autres le directeur général d'Ecobank, Thierry Tano. But de l'échange, l'augmentation des activités de la banque pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Alvorassa. Le groupe Ecobank, qui contribue au développement de la Côte d'Ivoire par ses investissements, veut accélérer ce processus. Et c'est de cela qu'il a été question lors de l'entretien entre le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et le directeur général de ce groupe, Thierry Tano. Je pense que le groupe Ecobank et Ecobank Côte d'Ivoire jouent un rôle important tant en financement des activités du gouvernement par l'acquisition et l'achat de bons de trésor, mais également par le financement de différents acteurs
économique en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes une banque présente, consciente également de l'importance du financement de l'économie qui fait partie de notre ici à Marrakech pour participer aux assises annuelles 2013 de la Banque africaine de développement à la demande du président de la République Alassane Ouattara. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan soutient que la Côte d'Ivoire doit continuer à œuvrer pour le retour de la BAD à Abidjan. Vous savez que depuis un certain temps, il y a un comité interministériel qui est mis en place pour travailler sur les différents dossiers donc, de retour de la BAD. Nous allons faire le point avec eux. Ces questions concernent notamment donc, le siège de la BAD. Vous savez actuellement que nous avons l'immeuble CCIA qui est en cours de finition qu'on va leur prêter, donner dans un premier temps, qui pourrait donc louer en attendant que le siège définitif de la BAD finisse. La deuxième chose, c'est qu'il y a les problèmes des écoles, la remise à niveau donc, de Mermoz et du lycée américain, de manière à permettre aux enfants donc, de la BAD de participer, donc, disons que normalement, à leur formation à Abidjan. Il y a bien sûr le dossier donc, des logements. Qu'il faudrait pouvoir régler. Et vous savez que dans ce domaine, il y a deux grands dossiers au niveau de la CNPS et au niveau donc, de la SOTRA pour construire 500 logements dans un premier temps pour permettre leur retour donc, dès donc, la fin de l'année 2013 pour le premier lot. Et donc un dossier beaucoup plus important concernant 1500 logements pour le retour définitif en 2014. Voilà les dossiers qui font l'objet d'échanges avec la Banque africaine de développement. En plus donc, des financements concernant même l'économie ivoirienne. En attendant la cérémonie officielle de ces assises annuelles 2013 de la Banque africaine de développement prévue jeudi, où il sera une fois de plus question du retour de la BAD à Abidjan, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan se veut donc rassurant. Vous l'aurez compris, l'autre enjeu de ces assises de la BAD, c'est le retour de l'institution à Abidjan. Les discussions se font à tous les niveaux concernant sur ce retour. Les derniers échanges ont eu lieu aujourd'hui entre plusieurs membres du gouvernement ivoirien et Daniel Kaberouka, président de la BAD. Le reportage de notre envoyé spécial à Marrakech, Herman Niamia. Le retour de la Banque africaine de développement BAD à son siège statutaire à Abidjan, bientôt une réalité. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touaquez, à cette rencontre avec le président du Conseil des gouverneurs de la BAD, Nisa Baraka, a eu l'assurance que ce n'est qu'une question de temps. Cette réunion a été l'occasion pour préparer en fait la réunion de demain, donc qui sont les assemblées et les prochaines décisions donc, qui seront prises. Et notamment donc la décision du transfert du siège de la BAD donc de Tunis à Abidjan. Demain en fait sera une occasion pour pouvoir adopter de manière définitive cette feuille de route, ce qui permettra véritablement de donner de la visibilité à la BAD, mais également à la Côte d'Ivoire pour mieux se préparer pour cette arrivée importante. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement a quant à lui assuré que du côté d'Abidjan, tout est mis en œuvre pour accueillir l'institution bancaire. La BAD a des responsabilités, la Côte d'Ivoire, la sienne. Donc nous avons, relativement à ce qui nous revenait de faire, pris des dispositions. D'abord pour que le bureau alternatif que nous devons mettre à la disposition de la BAD soit prêt. C'est l'immeuble CCIA, les travaux sont en train d'être achevés. Ensuite, en termes de logement, des dispositions ont été prises. Et au moment où je vous parle, je peux vous dire que d'ici la fin de l'année, nous pouvons mettre à la disposition du personnel de la BAD au moins 800 logements. Au moins 800 logements dans les délais qui ont été indiqués. Et ensuite, comme ce n'est pas vague, le reste sera disponible. Sur la question de l'école, nous, au niveau de l'enseignement français, il n'y a pas de soucis, mais en ce qui concerne l'enseignement anglophone, donc il y avait quelques soucis qui viennent donc d'être pris en charge récemment avec l'offre qui a été faite par un établissement sur place de près de 300 places. Donc je crois que pour la scolarisation des enfants, il n'y aura pas de problème. Au cours de cette rencontre, il a été aussi question de coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le ministre marocain de l'économie et des finances a souligné que son pays est prêt à accompagner la Côte d'Ivoire dans son processus de développement. Croissance démographique en Afrique, dividendes démographiques ou bombes à retardement, tel est le thème du séminaire de haut niveau qui s'est tenu hier, toujours à Marrakech. La rencontre a fait partie des sujets au menu de cette 48e assemblée annuelle.
de la BAD. Cette information en bref avant de refermer le chapitre économie. Les supermarchés Carrefour s'installent en Côte d'Ivoire. Les Abidjanais auront d'abord droit à un hypermarché Carrefour en 2015. Le numéro 2 mondial crée une alliance avec CFAO qui signe son retour en Afrique après 25 ans d'absence. Dans l'actualité politique, accélération des préparatifs pour la visite du chef de l'État dans le district des Savanes. Une réunion d'information a eu lieu aujourd'hui autour du ministre d'État, ministre de la Sécurité Ahmed Bakayoko. Patricia Oumouetia y était. Ils étaient tous présents, les présidents d'institutions, les ministres d'État, les élus et les cadres pour entendre la nouvelle sur la prochaine étape de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara. C'est de vous informer officiellement de la visite d'État du président de la République dans le district des Savanes dans la période du 2 au 8 juillet 2013. Au cours de la série d'échanges, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a exhorté les élus et les cadres du district des Savanes à se mobiliser pour la réussite de l'événement. Que cette visite mobilise les fils du district au-delà des considérations politiques. Il veut vraiment que ce soit un grand rassemblement, que ce soit une grande rencontre qui marque les consciences et qui marque l'histoire de la Côte d'Ivoire. Cette visite d'État du président de la République dans le district des Savanes intervient après celle du Guemon, du Cavali, du Tonkui et du Zanzan. Je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire fait figure de modèle de sécurité pour certains pays de la sous-région. Le CCDO d'Abidjan, Centre de coordination des décisions opérationnelles, intéresse des ministres des pays voisins, notamment son nouveau système de vidéosurveillance présenté au premier Salon international de la défense et de la sécurité intérieure, ici à Abidjan, Lassina Ouattara. Dans l'usage des technologies pour la sécurité urbaine, la Côte d'Ivoire est un pionnier en Afrique de l'Ouest. En mettant en place en mars dernier le Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, le pays s'offrait ainsi le nec plus ultra en matière de télésurveillance. Une visite conduite par le premier responsable de la sécurité, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, avec ses homologues des pays voisins, a permis de voir les capacités de cette structure. Au-delà de la sécurité urbaine, ce genre de dispositif pourrait aider, selon le ministre, à lutter contre l'insécurité transfrontalière. Avec les menaces terroristes des djihadistes, nous n'avons plus le choix que d'être davantage unis et d'avoir une unité d'action contre la menace. Impressionnés par la qualité des installations et des moyens, les visiteurs du jour ont exprimé la volonté de s'en inspirer et apporter ainsi des solutions au banditisme dans leurs pays respectifs. Il nous faut être ensemble pour faire face à cette insécurité qui menace notre sous-région. Aujourd'hui, le banditisme a beaucoup évolué et je ne pense pas que seul un pays peut contrecarrer. Grâce à ces innovations, nous assistons à un niveau, j'allais dire, acceptable pour une grande ville comme Abidjan, mais il faut continuer parce que la lutte contre la criminalité, contre l'insécurité est une lutte permanente. Government of Côte d'Ivoire is on the move. Nous avons vu tous ces équipements et cela rassure les populations. Abidjan, cette grande ville, a adopté la sécurité électronique avec de grands moyens. Nous allons continuer de collaborer, d'échanger les renseignements entre les administrations et cela grâce aux technologies. Et ce que nous avons vu tout à l'heure dans la salle de commandement nous montre exactement, nous avons non seulement le renseignement avec les caméras, nous avons également la présence sur le terrain. Parce que cette présence donnée par les caméras est tout de suite relayée aux forces avec les moyens de communication. Le Mali vit une situation actuelle, mais c'est une situation qui est pratiquement importée d'ailleurs. Et donc, c'est dire que c'est une situation qu'il faut ensemble maîtriser et ensemble lutter contre. C'est la deuxième armée au monde après celle des États-Unis, l'armée de la paix, oui, les casques bleus. Ils sont 116 000 dans le monde et aujourd'hui, 29 mai, c'est leur journée internationale. Elle a été célébrée à Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Ouattara Amadou et Dirassouba Larsen. Commémorée le 29 mai de chaque année, la journée internationale des casques bleus de l'ONU a été célébrée à Bouaké par le détachement de l'ONUCI du secteur Est. Cette célébration vise à rendre hommage aux 111 000 casques bleus qui servent dans les 15 opérations de maintien de la paix de l'ONU à travers le monde pour leur professionnalisme et pour leur courage. C'est aussi l'occasion d'honorer la mémoire des 3100 casques bleus qui ont perdu la vie
pour apporter la paix. Salut aux couleurs, prestations artistiques et culturelles. Exposition d'œuvres d'art et culinaires des pays membres que compte le détachement des Nations Unies à Bouaké ont été au menu de cette commémoration. Au cours de cette cérémonie, le message des Nations Unies a mis l'accent sur la flexibilité des opérations de maintien de la paix. Les missions de maintien de la paix évoluent de plus en plus vers des missions qui n'étaient pas initialement attribuées aux casques bleus. Donc c'était l'occasion de dire attention, les casques bleus nous faisons bien, mais de plus en plus nous allons être amenés à changer le mandat que nous avons à faire en fonction des menaces qui se présentent à la paix dans le monde entier. Cette année, le thème de la commémoration de la Journée internationale des casques bleus est « Maintien de la paix, s'adapter aux nouvelles réalités ». La libre circulation des marchandises et l'élimination des droits de douane au cœur d'un séminaire. Le patronat ivoirien en est l'initiateur. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais avant, respectons les droits des réfugiés, des migrants et des personnes déplacées. C'est l'intitulé du rapport annuel d'Amnesty International. Dans celui-ci, l'accent est mis sur les droits des migrants dans notre pays. Patricia Omoetia. 5 ans après son indépendance, la Côte d'Ivoire comptait déjà environ 700 000 étrangers. Les plus importants sont les migrants des pays limitrophes que sont le Burkina Faso, la Guinée et le Mali. Vous voyez, tout le monde ne peut pas être pareil. Même au Mali, en France, tout le monde ne peut pas être pareil. Il y a des bons, il y a des mauvais partout. Il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où on a des difficultés. Il y a des moments où aussi tout va bien. En Côte d'Ivoire, je suis tranquille ici, puis si on laisse, et puis ça marche aussi, ça pousse. Et pourtant, pour Amnesty International, les droits fondamentaux d'un grand nombre de migrants, environ 214 millions de par le monde, ne sont pas protégés. Pour la question migratoire, on sait que la Côte d'Ivoire a autour de 25 à 30% de personnes migrantes, mais la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui offre plus de possibilités pour les personnes étrangères qui vivent sur son territoire, plus de possibilités en termes de liberté d'expression, en termes de liberté de travail. Et donc nous sommes quand même l'un des pays qui peut être cité en exemple. L'intitulé du rapport annuel 2013 l'indique clairement. Respectons les droits des réfugiés, des migrants et des personnes déplacées. Le rapport de l'année dernière parlait aussi des déplacés suite à la crise post-électorale. Environ 60 000 sont encore au Libéria. Il y a environ 15 000 entre le Ghana et le Togo. Et donc sur cette question des déplacés et des réfugiés, il y a encore beaucoup à faire. Le rapport annuel de Amnesty International a également recensé des restrictions spécifiques à la liberté d'expression dans environ 101 pays et des cas de torture et de mauvais traitements dans 112 pays. La libre circulation des marchandises et l'élimination des droits de douane au cœur d'un séminaire. Le patronat ivoirien en est l'initiateur. Il souhaite vulgariser ces règles méconnues auprès des acteurs économiques du pays. Hugues Blais. Ce que vise le patronat ivoirien, c'est permettre aux opérateurs économiques de Côte d'Ivoire d'avoir une meilleure compréhension et une parfaite maîtrise des règles d'origine des produits de la CEDEAO. Ces règles se définissent comme des critères permettant de déterminer le pays d'origine d'un produit, de connaître le pays dans lequel le produit est fabriqué. Leur mauvaise connaissance n'est pas sans conséquence. Et le problème, c'est que si l'on ne connaît pas les règles d'origine, on ne sait pas non plus quels sont les avantages qui sont liés à ces produits-là. Pour le secteur privé, ce séminaire sur les règles d'origine dans les unions douanières permet de trouver des solutions à bon nombre de problèmes. Nous avons rencontré sur le terrain des difficultés, notamment avec la douane qui contestait certains certificats d'origine pour des produits en provenance de la zone UEMOA et même souvent CEDEAO. Donc nous avons compris ici à l'occasion de ce séminaire que la douane nous offrait une possibilité de pouvoir constituer une caution et mettre le dossier en litige en instruction. Et après instruction de ce dossier, voir si la légalité de l'origine du produit est confirmée, lever la caution qui a été disposée. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a fait le choix d'aider à la vulgarisation des tests portant notamment sur la procédure de l'octroi de l'origine et celle de la délivrance des certificats d'origine. En le faisant, la CGC entend permettre au secteur privé ivoirien d'en tirer les avantages qu'il offre au monde des affaires.
La solidarité, nouvelle valeur de l'entreprise, c'est ce qu'affirment les managers ivoiriens. Pour eux, les entreprises gagneront en performance si elles parient sur l'entraide. Ils l'ont expliqué aux jeunes étudiants en marketing intéressés par l'entrepreneuriat. Victorine Royoboué. Ils sont de plus en plus nombreux, les jeunes qui ont compris que l'entrepreneuriat est le moyen le plus sûr pour éviter le chômage. Ils l'ont si bien compris qu'ils n'ont pas attendu d'être sur le marché du travail pour apprendre des aînés. Ces étudiants en master en gestion d'entreprise ou en marketing ont décidé d'organiser un sommet qui leur permette de côtoyer des managers d'entreprise. Le conférencier de l'édition 2013 est Bernardin Kouadio, directeur de cabinet du président du Conseil économique et social, Marcel Zadikessi. Pour lui, les entreprises ivoiriennes et africaines en général deviendront performantes quand les managers africains sauront concilier la gestion moderne et la culture africaine. Une entreprise ne vit que par les acteurs qui sont les hommes. Ces hommes sont meus par une culture et vous ne pourriez pas les amener à produire, à exceller dans une activité humaine s'ils ne se retrouvent pas. Il faut que les valeurs qui sont les leurs soient intégrées dans la gestion donc, de l'activité. Cette expérience est vécue par les entreprises que le président Marcel Zadikessi a dirigées, qui ont expérimenté l'intégration ou la prise en compte de nos valeurs africaines dans la conduite des affaires. Et ça montre qu'on n'a pas des résultats bons que les autres. Les managers en devenir comptent s'inspirer de cet exemple. Le succès n'est pas une chose qui est fortuite, c'est une chose qui ne s'apprend qu'auprès de ceux qui ont réussi. Pour nous, des exemples tels que M. Bernardin Kouadio, nous devons nous en servir, n'est-ce pas, pour préparer nos carrières futures de managers africains. Moi et mes amis qui faisons partie de ce club, nous sommes au stade de club et nous allons passer à un stade d'entreprise pour pouvoir mettre en pratique tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Bernardin Kouadio encourage par ailleurs le gouvernement, ensuite les fondateurs d'écoles, à préparer les jeunes à l'entrepreneuriat. Cela est possible si l'enseignement en Côte d'Ivoire s'adapte à cette exigence de l'emploi. Elles ne sont pas que belles, les jeunes filles ivoiriennes sont aussi intelligentes. Le traditionnel concours de Miss de mathématiques s'est tenu samedi dernier. C'est la 11e édition. 301 candidates des classes de 3e et terminale C, venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, se sont affrontées à Grand Bassam. Mamadou Kouassi. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Cette maxime se justifie bien avec Daour Samira. À 13 ans, elle est en classe de 3e au lycée Sainte-Marie de Cocody. Avec une moyenne annuelle de 19,74 sur 20 en mathématiques, Samira est candidate au concours Miss Mathématiques, un concours d'expression de la beauté intellectuelle. Il suffit d'étudier les propriétés, de les mettre en pratique pour avoir de bonnes notes en mathématiques. J'aimerais bien être avocate, mais j'aime bien les maths aussi, donc en tout cas je vais être avocate. Avec elle, 200 autres candidats des classes de 3e et 101 filles des classes de terminale C, toutes venues des écoles publiques et privées de la Côte d'Ivoire. Elles rêvent de la couronne pour bénéficier d'une bourse d'études à l'extérieur. Il nécessite beaucoup de réflexion avant de trouver la réponse, mais c'est pas si difficile que ça. Il y a certaines choses qu'on a vues en classe. Les mathématiques sont faites pour tout le monde, les garçons comme les filles. Il faut seulement se donner, avoir de la volonté et puis beaucoup travailler aussi. Avec le soutien des proches, les conseils, tout ça, ça va aller. J'aime d'abord les maths. Et je veux devenir architecte. C'est ce qui m'a poussé à travailler pour venir au concours Miss Mathématiques. La Société mathématique de Côte d'Ivoire, initiatrice du concours, veut encourager les jeunes filles à s'intéresser aux sciences. L'enjeu en vaut la chandelle. Ça permet aux élèves de faire le bilan de leur révision. Et puis après ce concours-là, de corriger ce qui n'allait pas. Nous voulons des talents au niveau des jeunes filles pour participer au développement de notre pays. Et depuis 2000 jusqu'ici, celles que nous avons réussi à envoyer en France, aux États-Unis, au Canada, vraiment honorent la Côte d'Ivoire. Et maintenant, elles sont tellement sur les enchères des pays européens qu'elles ne peuvent même pas revenir travailler chez nous. Et c'est ça qui est dommage. Pour participer au concours Miss Mathématiques, il faut obtenir une moyenne annuelle de 10 sur 20 en mathématiques pour les classes de terminale C et de 14 sur 20 pour les classes de 3e. En bref, dans le cadre de l'appui de l'Union européenne à la réhabilitation de secteurs sociaux et de services de base en Côte d'Ivoire,
Acted, agence d'aide à la coopération technique et au développement, en partenariat avec l'Agence panafricaine intergouvernementale eau et assainissement pour l'Afrique, met en œuvre le projet assainissement intégré et durable des ménages vulnérables et d'un groupe scolaire dans 3 quartiers défavorisés du district d'Abidjan. C'est dans les communes d'Abobo et de Yopougon, ici à Abidjan. Vendredi dernier, c'était la date de clôture des dépôts de dossiers de candidature des délégués régionaux de la MUJFC. Le comité électoral a, au cours d'un point presse, fait le point sur les candidatures. Doigt des lasers. Les élections des délégués régionaux de la Mutuelle Générale, des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire se confirment. Les urnes et les isoloirs sont déjà disponibles. Il ne reste que leur acheminement vers les différents bureaux de vote à l'intérieur du pays. Le comité électoral national, en charge de l'organisation des élections, se réjouit de la mobilisation des mutualistes autour de cet événement historique. Selon le porte-parole du comité électoral national, Diomandé Lassiné, toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour la réussite du scrutin. Nous avons 867 candidats sur les listes. Nous avons validé les 103 listes. Et pour montrer qu'il y a un engouement, il y a 31 régions et districts où il y a au moins 2 listes concurrentes. C'est seulement une seule région qui a une seule liste. Et je voudrais indiquer que la campagne s'ouvre ce mercredi à minuit et va s'achever le vendredi 7 juin à minuit également. Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, les mutualistes disent, doivent montrer qu'ils sont suffisamment responsables, qu'ils sont matures, qu'ils peuvent voter dans le calme et la sérénité. Bien sûr, ce sont des élections, ça va susciter certainement des passions, mais des passions qui seront certainement contenues. Le vice-président du comité électoral national, Vakaba Touré, lui appelle à une élection civilisée. Nous allons avoir en main le destin de notre mutuelle. Les responsables de la MUJFC ne seront plus nommés. Alors ce retour-là doit se faire comme une fête. Les retrouvailles doivent se passer dans le calme et dans la sérénité. Plus de 276 000 mutualistes cotisants de la MUJFC sont attendus dans les urnes le 9 juin prochain. Ils vont élire 100 délégués régionaux sur les 103 listes de candidatures retenues par le comité électoral national. Les délégués qui seront élus vont à leur tour choisir le président du conseil d'administration à la fin du mois de juin. À l'étranger, le chef de la diplomatie française souhaite que le Mali vote en juillet prochain. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, se veut optimiste malgré quelques incertitudes. Rappelons que la date de la prochaine présidentielle au Mali a été fixée au 28 juillet prochain. Reportage. C'est une visite au pas de charge. En l'espace de quelques heures, Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française, a rencontré son homologue malien, le Premier ministre Django Sissoko et bien entendu le président Dioncounda Traoré. À 2 mois du scrutin, il se dit confiant. Je repars avec vraiment un jugement positif sur ce qui est fait ici. Je pense qu'on est sur les bons rails, que ce soit sur la perspective électorale, sur ce qui concerne la sécurité et sur le développement. Optimiste Laurent Fabius, et pourtant de nombreux inconnus planent toujours sur les conditions du vote à Kidal. La ville du Nord est toujours sous contrôle des rebelles Touaregs du MNLA, mais pour le président malien, pas de doute, le scrutin aura bien lieu sur tout le territoire. Je suis convaincu que les élections, en tout cas le premier tour de l'élection présidentielle, aura lieu avant le 31 juillet. Donc la date du 28 me paraît une date tout à fait... Partout. Partout. L'armée malienne sera à Kidal le 28 juillet. Y compris à Kidal, et l'armée malienne sera à Kidal. Voilà. Le drapeau malien flottera à Kidal. Une réponse à peine voilée à François Hollande, qui récemment préconisait le déploiement dans un premier temps à Kidal de l'administration civile, puis seulement après de l'armée malienne. Une prise de position qualifiée d'ingérence par certains hommes politiques maliens. Nous trouvons que ces propos sont très mal à propos et révèlent vraiment les intentions cachées de la France de faire la mainmise sur Kidal et d'encourager la partition du pays. En plus de l'épineux problème de Kidal, les autorités maliennes devront faire face à d'autres difficultés, la sécurité et l'organisation du vote de 500 000 déplacés et réfugiés. Pour terminer, rappelons cette information. Nous sommes aujourd'hui à la veille de l'ouverture officielle des assises de la BAD, la Banque africaine de développement. Le chef du gouvernement ivoirien a rencontré dans la journée le président
de la Banque africaine de développement, Daniel Kablan-Duncan et Donald Kaberoka, ont évoqué le développement des infrastructures en Côte d'Ivoire avec le financement en partie de la BAD, mais aussi le retour de l'institution financière à Abidjan. Vous avez eu les images dans cette édition. C'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. À demain 20h, vous avez rendez-vous avec David Gouédan Mobio. Bonsoir.